Voilà, alors maintenant, on va vous présenter les vins. Donc, des vins que nous faisons, l'autre marque, c'est Aristos. C'est des vins que vous n'allez pas déguster aujourd'hui parce que c'est des chardonnays et des cabernets. Donc, on ne les a pas considérés comme cépages modestes. Alors, on va déguster nos vins Massoc Frères et les vins de l'atelier qui se font à l'atelier. Alors, le premier, c'est Alcana, le vin que vous avez dans vos verres. C'est un Sémillon 2020. Alors, c'est de très vieilles vignes de Sémillon. Vinification assez simple, vendangée à la main. Puis, on emmène les raisins dans des caisses de 12 à 14 kilos à la cueillerie. Même s'il y a eu une première sélection en vignoble, on passe quand même tous les raisins par une table de tri pour voir s'il y a quoi que ce soit qui puisse gêner la qualité. Après, c'est éraflé, 100% éraflé, non foulé. On n'a même pas de fouloir à la cueillerie. Après, c'est pressé. Madame ? Non ? Ah. Elle a appelé son jour, monsieur. Alors, c'est pressé. Alors, après le pressurage, qu'on assemble tout de suite les presses aux gouttes. Et ça, c'est justement, ça se fait par dégustation. Donc, le critère, c'est donner tout de suite une structure pour des vins qui vont vieillir et seront fermentés en barrique. Alors, on assemble gouttes et presses. On débourbe pendant une nuit normalement dans une cuve inox avec du froid. Le lendemain, on sautire pour nettoyer, pour faire une sélection des bourbes fines qu'on va mettre avec le vin qui va fermenter. Une fois qu'on a fait ce sautirage, après on entonne, on met en barrique de 300 à 600 litres où le vin va faire sa fermentation alcoolique. Alors, on fait la fermentation alcoolique. Dans le cas du sémillon, on bloque la malo. On préfère ne pas avoir de malo en sémillon, avec un peu de soufre. Quand même, les analyses sont assez favorables. Ça aide beaucoup. C'est des pH à peu près 3 à 3,1. Donc, c'est pas trop difficile. On n'a pas besoin de grosses concentrations de soufre. Donc, voilà ce que vous avez dans vos bouteilles, dans vos verres. Et, monsieur. Non, c'est levuré, absolument levuré, tout par une question de responsabilité. Pourquoi la question c'est un sujet que je pense qu'on pourra aborder plus tard. Déjà, toutes les levures sélectionnées qu'on appelle, c'est des levures qui étaient des levures indigènes. Et justement, on s'assure d'avoir un produit plus propre, plus net, qu'on déguste vraiment le raisin, qu'un effet que je considère des fois négatif dans des levures qu'on ne sait pas ce qu'on a. Alors, quand on est dans des domaines qu'on connaît bien, les raisins, qu'on a bien travaillé avec justement les levures qui sont là, là, on peut prendre le risque, mais dans des vignobles si jeunes par rapport à la France, où on ne sait pas ce qu'on a, je préfère, par responsabilité alimentaire et technique, d'utiliser des levures. Ça, c'est systématique dans tous les vins qu'on fait. Voilà. Il y a quelques questions déjà, et commentaires bien sûr. On va peut-être avoir un micro qui va se balader. Pardon, je voulais savoir, ce vin-là, par exemple, ça représente combien de bouteilles? Et c'est vendu où? Enfin, quel est vos marchés, en fait? Alors ça, c'est un vin que je ne suis pas, nous ne sommes pas les propriétaires, c'est une des personnes comme Diego qui sont à l'atelier. Il s'appelle Alberto Barra. C'est un jeune mécanicien qui a adopté comme sa passion le vin, et on fait le vin ensemble. Alors, cette cuvée, le 2020, c'était 700 bouteilles.
Je pense qu'il les a bu la plupart, comme c'était une de ses premières cuvées. Il reste très peu et c'est vendu. Ils vendent surtout au Chili, mais il y a une partie qui est en France en fait. Il y a 3 projets de l'atelier qu'on partage à un importateur à Paris. Oui, c'est à la fin, c'est l'adresse. À la fin, vous aurez les contacts. Voilà, donc c'est un vin On qui a passera la diapo des contacts à la fin. C'est un vin qui a fait sa fermentation alcoolique et son élevage en fût français. Tous les fûts qu'on utilise à l'atelier sont faits au Chili sous mon contrôle. Alors j'ai un accord avec un tonnelier français. On importe les bois que je pense que je vais utiliser pour tous les projets. Et chaque vin, il y a une sélection de bois, de forêts particulières et ça dépend de la maturité, la qualité des raisins. Alors dans ce cas, c'est des bois de Vosges avec un tostage léger mais profond. Donc c'est pour ça le bois ne marque pas trop, même si c'était le premier millésime. Il y a que des barriques neuves, c'est 100% barriques neuves. Donc c'est un vin qui a fait sa F1 et après a passé 1 an en élevage sur cellier. Le seul soutirage qu'il a eu, c'était quelques jours avant la mise en bouteille. Et puis au moment de la mise en bouteille, il y a une filtration grossière que j'appelle filtration à trappe-mouche pour avoir le vin plus clair, plus net et qui n'est pas... pour un vin chilien, quelque chose qui peut distraire la dégustation, une réduction des lits, quoi que ce soit. Est-ce qu'il y aurait s'il n'y a plus de questions, est-ce qu'il y aurait quelques commentaires? Quelqu'un qui souhaite commenter ça? Moi j'ai 2-3 idées sur le chose, mais... Oui, ah bon. En tout cas, moi, pour un sémillon, quand on a plus l'habitude de goûter des sémillons de Bordeaux, on a quelque chose d'assez différent. Et moi, j'aime beaucoup la rectitude de ce vin, la précision, la clarté, la fraîcheur, qui sont des choses qu'on trouve pas forcément toujours dans les sémillons de Bordeaux. Donc, je crois que le deuxième vin, c'est le vin de Diego. Hein. Donc là, c'est notre première blanc qu'on fait. C'est un assemblage de Moscatel et Semillon. Et on voulait vraiment un peu montrer les potentiels de cépage blanc bien établi à Itata. Donc on a fait forcément un assemblage. Et il y a beaucoup de moscatel plantés, mais malheureusement, les moscatels tout seuls, c'est un marketing qui n'est pas le meilleur. Donc, on a décidé de l'assembler. Donc, c'est du moscatel et du sémillon. Il y a 30% de sémillon. Sémillon, oui. En fait, c'est une parcelle qui est à côté de la parcelle d'avant, qu'on vient de goûter. Et c'est dans un coin qui est à 25 km de la côte. Et puis c'est un très petit village à Itata qui, en fait, c'est travaillé par des gens qui font la vigne depuis très longtemps. Et c'est un de peu villages où la taille, c'est génial, en fait. C'est très bien taillé, en fait. Donc c'est très vieille vigne où on voit vraiment un gobelet. En général, il y a de petits villages à Itata où ils taillent très mal. Donc, on dit que c'est du gobelet, mais c'est des vieilles vignes mais qui sont toujours par terre, en fait. Mais là, c'est très bien taillé. Bon, et Diego, il met l'accent à que c'est très bien taillé parce que, comme vous le voyez, très simple, beau gosse, tout ça. Lui, il s'implique et il va tailler avec ses vignerons. Alors, il suit un peu le modèle qu'on a proposé, qu'on s'implique et on prend un peu le contrôle justement des vignes.
avec lesquels on travaille, les vignerons avec lesquels on coopère. Et voilà, il est directement impliqué dans tout le processus, à partir de la taille jusqu'à coller l'étiquette. Et c'est vrai que c'est un sacré travail pour nous de s'investir avec les producteurs. Et en général, on achète dans les seins chez des gens qui ont travaillé comme ça depuis des années, qui sont gardés la vigne en faisant le minimum en général. En fait, on parle des gens qui font pas beaucoup d'argent en général avec la vigne. Donc, ils sont très mal à changer des habitudes. Et là, c'est un travail des années, c'est un travail de confiance. Confiance, non? OK. Et pour essayer de changer un peu la façon qu'ils travaillent. Donc là, il faut vraiment s'investir, aller chez eux, travailler avec eux, pour essayer de changer petit à petit la façon de travailler. C'est 30%. 30% de sémillon. Oui. Oui. Donc, dans les prochaines années, on aura sûrement d'autres cépages qu'on trouve à Itata. On ajoutera peut-être de Torontel qu'on goûtera après, ou d'autres cépages. Là aussi, hein, une belle rectitude, une belle fraîcheur, une belle. Je ne sais pas si c'est l'effet franc de pied, parce que bon, quand on sait que c'est franc de pied, la psychologie joue beaucoup, comme dans toutes les dégustations. C'est qu'il y a au moins 3/4 de psychologie quand on goûte un verre de vin. Mais c'est vrai qu'on a vraiment l'impression de quelque chose qui est de. Il y a une sorte d'évidence là-dedans, hein, de fraîcheur, de pureté, de simplicité en même temps, qui sont assez ravissantes. Hein, ça. Voilà, sur le sujet des francs de pied, je ne sais pas, j'ai jamais vu rien qui prouve que si c'est mieux ou pas mieux. En tout cas, par rapport à nous, je vous propose de déguster librement, pas avoir un préjugé pour ou contre. Au moins pour moi, je pense que Diego sera d'accord aussi. Les plus grands vins du monde qu'on a goûté, mieux, ça vient de France et c'est des vignes qui ont été greffées. Donc, pour rester encore champion du monde, c'est pas peut-être le greffage qui va changer ça. Voilà, donc ça joue à la profondeur des racines, l'âge des plantes. Et surtout le climat et la géomorphologie, l'origine. C'est des vignes, dans le cas de sémillons, qui sont pas loin du Pacifique. Les moscatelles sont plus au milieu entre les deux cordillères. Mais là, vous avez une bonne approche à ce que c'est ce qu'on fait. Donc des cépages qui ont été considérés comme de deuxième, troisième catégorie, que au moins pour nous, ça donne des vins qui seraient très bien servis à n'importe quelle table. Quels sont les rendements par hectare? Bon, sur ce type de vin, on peut avoir, ça dépend de la production. Dans le cas des raisins de Diego, C'est entre 6 000 et 8 000 kilos, mais un hectolitre, ça fait 40-50 hectos. Ok. Les densités, ça va de 6 000 à 8 000, 9 000 pieds hectares. Ça dépend de la parcelle et le cépage. Dans le cas des moscatelles, au moins ce que je vais vous présenter, c'est à peu près 7 000 pieds hectares. Techniquement, on saurait les faire produire 40 tonnes hectares, mais pour avoir la qualité qu'on a besoin pour nos vins, on reste toujours entre 7 et 8 000 kilos hectares, voire moins des fois. Sinon, il y a à Maulé, on goûtera un pays, et là c'est une parcelle qui a 4 000 pieds à l'hectare. Mais ça dépend vraiment où on est. Mais c'est vrai qu'à Itata, la densité c'est plus élevé par rapport à Maulé.
Alors je précise que les bouteilles que vous dégustez, elles seront mises dans l'ordre de la dégustation sur le bar, si vous voulez aller faire des photos après. Hein. Alors maintenant, on passe à un Torontel de Copa. Le Torontel, je ne suis pas sûr, mais les Argentins disent que c'est le produit du croisement entre le País et le Moscatel d'Alexandrie. Si c'est un Argentin qui le dit, moi je me méfie, mais c'est possible. Alors, ça c'est un raisin blanc que moi j'aimais pas du tout, mais le propriétaire et l'œnologue qui s'appelle Rodrigo Concha, lui il a épousé une Argentine, donc je crois qu'il n'avait pas trop le choix. Et il a insisté à faire du Torontel. J'ai essayé de le convaincre de ne pas le faire. Alors il a dit, ben, écoute, je suis le client, je te paye pour tes services, je veux faire du Torontel. Ok, ben, tu le fais. Et quand il arrive avec le raisin, mais il dit, ben, j'aime un peu qu'on le fasse avec les pressurages des blancs que tu fais. Donc ça veut dire un peu pressurage alsacien, très doux mais très long. Alors ça, c'est des pressurages d'à peu près 12 heures, avec des petites montées en pression, et donc ça fait des longs pressurages. Et pour moi, ce vin, c'est une grande leçon d'humilité, parce que tout ce que j'avais goûté avant, c'était vraiment imbuvable. Et quand je dis imbuvable, ben, vous pouvez me voir, je bois n'importe quoi, et je mange presque n'importe quoi. Donc c'est un vin qui est assez plaisant pour moi par rapport au reste des Torontel que j'ai bu, et j'en ai bu pas mal en Argentine. Ça, c'est le premier Torontel que j'aime bien. Et c'est assez différent à ce qu'on a goûté à ce qu'on a goûté des blancs. Les sémillons, le sémillon moscatel, et après ça, il y a un moscatel pur qu'on va goûter, et ça marque une différence. Donc, encore une diversité, un produit différent qu'on peut produire à la vallée de l'Itata. Ça vient de vignes qui sont pas très vieilles, je dirais une quinzaine d'années. Ça a été planté à 6000 pieds hectares à peu près. C'est des vignes palissées, mais en coteaux, et très propres, très, très jolies vignes. Je ne sais pas, il faut demander en argentin si c'est ça. Et si vous demandez à deux Argentins, ils vont vous dire deux choses différentes. Apparemment, il y a 3 types de Torontes. Il y a un de ces types de Torontes qui correspond au cépage qu'on a au Chili, au Torontel. Il y a un Torontel sanjuanino, salteño, il y a un 3e. Et puis les Torontel chez nous correspondent à un de ces 3. Je ne me souviens plus lequel. Et on est très content de ça, monsieur. On a eu déjà l'occasion de goûter du Torontel qui nous avait été apporté par Sergio Calderón, qui est le sommelier de Michel Bras. Donc on avait goûté ce Torontel il y a déjà quelques années. Et la différence avec celui-ci, c'est que je pense que souvent le Torontel, il fait comme certains vionniers. Chez nous, il a tendance à être un peu trop parfumé, un peu trop lourd, à manquer de fraîcheur et là, on reste quand même sur quelque chose qui est tenu, hein, même s'il y a une forte aromatique, c'est quand même non, c'est différent. Sérieusement, pour terminer de répondre à la question de monsieur, je pense que une grande différence, c'est que la plupart des Torontel argentins sont fermentés avec les pots. Et à mon avis, le Torontel, ça phénole très vite. Donc je pense que pour faire des Torontel plus fins, plus agréables, le mieux c'est faire en traditionnel, fermenter que les jus, séparer des pots. C'est mon avis simple. Non, ça c'est vignes, c'est pas lissé, mais c'est pas planté nord-sud.
Là, c'est vraiment, ça suit la pente du coteau. Et dans ce cas, c'est légèrement, c'est plutôt est-ouest, mais légèrement incliné un peu vers le nord. Donc, c'est pas nord-sud, mais il y a une légère inclinaison. Là, j'ai rien fait. J'ai pas décidé. Ah, oui, ma plantation sera faite comme ça. Donc, ouais. Bien, pas d'autres questions. On va passer au rouge, je crois. Ah non, il y a encore, pardon. Encore un blanc. Alors maintenant, on passe au Moscatel, Massoc Frères 2021. Alors ça, c'est des vignes d'à peu près 80 ans, en gobelet. Vous avez vu les photos, c'est en coteau, très joli coteau. Ça, c'est vinification très simple, en vendange à la main, table de tri, pressurage. On assemble, goûte et presse tout de suite, débourbage d'une nuit. Et après, on sautire. Et ça, c'est fermenté en inox. Fermentation assez lente, on n'est pas pressé à la cueillerie. Et après, il y a un élevage sur lit. Il y a un soutirage à peu près un mois après terminer la FA. Et après, il y a l'élevage sur lit pendant 1 an. On bloque la malo aussi. Et puis, c'est mis en bouteille juste avant les vendanges. Des questions? Je trouve vraiment un air de famille entre tous ces vins dans la manière dont c'est fait. Très précis, très pur, très... des beaux, hein, vraiment des belles choses. Avec pour un cépage muscaté, juste ce qu'il faut d'aromatique qui ne dépasse pas l'appréciation qu'il y a derrière de la qualité du vin. Ce qu'on cherche justement, c'est à faire un vin plaisant, accueillant. Justement, je préfère sacrifier un peu le nez. On n'aime pas beaucoup avec Noël les trucs trop exubérants. On préfère justement avoir une cohérence nez-bouche et que ça soit un vin plaisant à boire dès le début à la fin. Alors c'est une bouteille qui peut être très gastronomique. On a été assez impressionnés de voir comment elle accompagne très bien quelques mets assez difficiles de coller un bain, comme des artichauts, des asperges. Alors ça va super bien. Puis c'est une bouteille que on termine rapidement la bouteille. Et voilà. Un riz de veau ne me dérangerait pas là-dessus, moi. Comment? Déjà un pressurage très long, pas agressif. Alors ici, c'est des montées, parce que justement, comme Noël avait dit, on a fortement investi à avoir un très bon matériel. Alors j'ai pris le mieux que je trouvais, c'est des pressoirs Bucher, qu'on peut programmer non seulement à plaisir, mais à caprice, quoi. Alors ici, c'est des montées en pression de 0,09 bar toutes les 9 minutes. Après 5 cycles, ça redescend à la moitié, ça reprend. Donc comme ça, ça dure, ça va dépendre un peu du niveau de remplissage du pressoir, entre 10 et 14 heures. Donc, parce qu'un cépage aromatique a besoin un peu de l'influence des pellicules pour le côté positif aromatique. Si on fait fermenter avec les pots, ça risque de rester trop lourd. Alors, en faisant ce pressurage assez lent, et d'où on a le bon côté de l'influence des pellicules, mais pas le mauvais côté. Après, notre truc, là, c'est un peu ce qu'on apprend avec les gens plus intelligents que nous. Un truc important à tenir en compte, c'est, je ne sais pas expliquer pourquoi, mais l'hémisphère sud, en général, on a une expression différente des protéines, de quelques protéines des vins. Alors, on a des instabilités protéiques plus importantes.
Alors ici, vous êtes habitué à des taux de bentonite pour stabiliser un blanc à peu près combien? 60, 70 maxi? Des fois beaucoup moins. Ça m'est arrivé dans mon premier boulot au Chili d'avoir des sauvignons blancs instables avec 200. Alors là, j'ai carrément passé un coup de fil à mes profs en France. Et bon, scientifiquement, j'ai présenté le truc, j'ai dit, putain, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, ben, tu dois aller. Alors, quand on met ces doses-là de bentonite à la fin, comme font la plupart, ben, on efface tout l'élevage. Alors, ce que nous, on fait, c'est justement, après le pressurage, on termine de pressurer, on met tout de suite la bentonite. Alors, ça aide au débrombage. Le lendemain, si on peut voir, on a justement la sédimentation des bourbes. Ça commence par des bourbes fines, blanches. Ça devient blanc, après un petit peu brun. Et quand ça devient très obscur, ben là, on ne prend pas. Alors, de notre côté, on fermente nos blancs assez sales, entre guillemets. Pas de faible turbidité. Si les bourbes fines, on rajoute tout ce qu'on peut des bourbes fines. Parce que ça va aider beaucoup au volume et à la structure et avoir des réductions contrôlées après. Des réductions, c'est très bon pour que ça n'oxyde pas et ça aide beaucoup à l'élevage et à la longévité des vins. Alors là, on fait fermenter le plus sale possible. De notre côté, pour ne pas avoir des aspects lourds aromatiquement, on fermente pas trop froid. Alors, l'école moderne, ben, l'école américaine ou Nouveau Monde, que je déteste le mot, Nouveau Monde, mais bon, c'est comme ça. C'est des vins, pour les blancs, des vins à des turbidités très basses, en général, moins de 50 NTU, pour ceux qui sont habitués à ce chiffre, et des températures de fermentation très basses aussi, en dessous de 14. Alors, tout ça joue... Non, c'est pas ce qu'on fait justement, c'est l'école moderne. Alors tout ça joue, avoir des vins modernes, propres, ben, des sauvignons qui sentent la pisse de chien, ben, il n'y a pas d'anglais? Non? Bon, que les roast beef adorent. Et c'est les vins qu'ils font en Afrique du Sud, en Nouvelle-Zélande, Australie un peu, pas mal au Chili. Donc ça donne des vins plus lourds. Nous, c'est plutôt l'école, ben, ce qu'on a appris ici, c'est la finesse, la complexité, l'élégance et surtout la buvabilité. C'est des vins comme, ben, si on veut sentir, on achète du Chanel, quoi. Ben, alors nous, on fait des vins à boire. Il faut avoir une cohérence nez-bouche, mais c'est surtout la bouche qu'on travaille. Alors, faites attention au volume, aux structures, au type de tanin, que même si c'est des vins un peu jeunes, mais ce sont tous des vins qui peuvent vieillir très bien. Sur ce blanc, pas plus de 23. Alors si ça monte, parce que j'ai comment refroidir mes cuves. Alors à 23, je commence à m'inquiéter. Mais sinon avant, parce qu'en plus il y a des composés à des températures correctes de fermentation. Normalement, ça bouge pas plus, ça oscille entre 18 et 21 degrés. Eh ben, à 23, là, je commence à mettre un peu le froid, mais sinon, on ne s'inquiète pas, quoi. C'est de bonnes températures. Il faut faire que les levures soient heureuses, qu'ils peuvent travailler bien, pas trop vite, mais qu'ils puissent faire son boulot. Moi, j'aurais deux questions. Une question, est-ce que vous... On me demande de dire un mot sur le SO2 libre et total. Pour les blancs. Déjà, ben, j'avais rien dit, mais pendant qu'on remplit les pressoirs, ça dépend de l'état sanitaire, mais normalement, comme il y a deux sélections, c'est des raisins très propres qu'on met dans le pressoir. Et là, on met un montant, j'appelle psychologique, de 2,5 grammes pour 100 kilos. Et après, on remet plus de soufre jusqu'après la fermentation alcoolique. Et là, quand on corrige le soufre, quand il le faut, on réfléchit non en SO2 libre au total, on réfléchit en SO2 moléculaire. Est-ce que tout le monde voit à peu près ce que c'est le SO2 moléculaire? Hein? Ouais, c'est bon. Donc, ben, c'est en relation au pH.
Donc nos vins, et c'est rigolo parce que dans des discussions que j'ai avec des producteurs de vins sans soufre au Chili, qu'ils me disent oui, on tolère jusqu'à 50 de SO2 total, ici je ne sais pas combien, ben, nos vins, j'ai des vins qui sont à 30, à 25, alors moi que je revendique ajouter du SO2, j'ai moins de SO2 que ceux qui disent qu'ils n'ont pas. Donc, et s'il y avait 52, par contre, il y a des vins qui combinent plus, moins, donc c'est. Mais il faut avoir des vins avec des teneurs en SO2 les plus faibles possibles, mais tout ce qu'on ait besoin pour maintenir la qualité, les vins propres, les vins sains et qui puissent durer longtemps. Nos vins viennent de l'extrême du monde, quoi, le dernier coin du monde. Là, on en voit son pire ennemi. Non, c'est là où on vit et nos vins viennent de là pour le reste de la planète. Oui, j'avais deux questions. Est-ce que vous pratiquez la macération à froid? À froid? Macération à froid? Non. Non. Non, ben, après, ça dépend de ce qu'on appelle macération à froid. Pour les rouges, et on va parler, ben, les raisins, on met dans la cuve assez frais. C'est à peu près entre 8 à 10 degrés parce qu'on laisse refroidir. Ça, d'un point de vue, quand Noël vous parlait de l'isolation thermique, c'est qu'on a des gros écarts entre jour et nuit. Alors, chez nous, on a par exemple dans la journée, on peut avoir, quand on fait les gros maximums de chaleur, c'est à peu près entre 32 et 35, mais la nuit, ça descend à 10. Alors, vous ne pouvez pas imaginer comme pendant toute l'année, la nuit, je deviens, en étant le gros, je deviens quelqu'un de très recherché le soir. Alors, on se colle à moi parce que là, c'est pas froid. Donc, ça caille la nuit. Donc on laisse les raisins refroidir la nuit et après on fait les encuages ou quoi que ce soit le lendemain matin. Et c'est très frais. Donc on met dans la cuve à peu près entre 8 à 10 degrés et là on laisse partir gentiment les fermentations alcooliques des rouges qui durent entre 3 à 4 semaines. Mais ça on va en parler plus avec les rouges. Dernière question qui nous intéresse tous, ça vaut combien tout ça? Ça? Les vins, les blancs qu'on a goûtés, ça se vend combien? Combien ça coûte? Ben, chef, tu te souviens des prix? Elle ne veut plus parler. Donc, le Moscatel qu'on vient de goûter dans un magasin au Chili, ça doit coûter à peu près entre 15 à 20 euros. Magasin, toute taxe comprise, tout. Il faut tenir compte qu'au Chili, les impôts, une bouteille de vin paye 40% d'impôts. Donc, c'est cher. Tien, ça coûte combien? Les 19% de TVA classique plus une taxe de 20% sur le vin. Donc, ça, on arrive à 40%. Non, c'est la taxe comprise. Et dans les cas du assemblage des macintines, ça coûte au Chili à peu près 15 000 pesos. Ça fait 18 euros, 20 euros. En Belgique, ça coûte 20, je ne sais pas. Non, c'est pas encore chez des cavistes en Belgique. Alors, le plus cher de la première série des blancs qu'on a goûté, c'était le sémillon, qu'il doit coûter à peu près 25 euros au Chili, toute taxe comprise. Madame? Si on importe en France, on paye aussi la taxe? Non, là c'est sans taxe. Là, c'est arrivé en France, ça donnerait quoi? On sait peut-être en Belgique? Aucune idée. Diego, tu sais combien en Belgique, puisqu'il n'y a plus les mêmes taxes, si c'est vendu en Belgique, tu sais combien ça coûte à peu près? Par rapport au rouge, il coûte entre 25 et 32 euros, les rouges qu'on a là. Et les blancs? Les blancs, ça vient d'arriver, donc on n'est pas chez des cavistes, mais ça coûtera vers 20 euros. Voilà, est-ce qu'il y a encore des questions? Voilà, ça c'était les blancs. L'atelier, la cuverie, c'est pas très élevé, c'est à peu près à 400 mètres sur le niveau de l'océan. Et après les vignes, ça dépend où elles sont, quoi, parce qu'elles sont un peu.
Non, c'est le Chili est comme ça parce que l'influence. Alors, on a d'un côté l'influence de l'océan Pacifique où il y a le courant de Humboldt. Alors, l'océan Pacifique, là où on est, à la latitude où on est, l'été, l'eau est entre 13 et 15 degrés. Et après, on a aussi l'influence de la cordillère des Andes. Comme il y a toujours des neiges, les vents qui descendent le soir, c'est froid. Donc là, dans vos verres, il y a un Cinsault. Voilà, ça c'était les blancs, maintenant on va attaquer les rouges. Et Massintin Cinsault 2021. En fait, c'est les vins qu'on a commencé à faire depuis les débuts, les 2018. Et donc, on a grandi en volume. On a commencé avec 3000 bouteilles. Là, on fait un peu plus de 10 000 bouteilles. Donc, on a forcément acheté d'autres parcelles. Et puis, particulièrement, il y a beaucoup de Cinsault là à Itata où il y a un côté très, très, très fruité qui, parfois, c'est un peu écœurante. Bon, donc au début, c'était ça mon idée, de ne pas avoir ces côtés écœurants et trop fruités. Donc là, on essaye de faire un vin qui est beaucoup plus léger, beaucoup sur les épices. Voilà. Ah oui, ça peut être, c'est sûrement un peu réduit. J'ai pas en fait le Cinsault dans mon verre, mais ça vient d'être embouteillé il y a moins d'un an, donc ça a tous les potentiels pour vieillir. Oui. Ça fait 14,5 d'alcool. 14,5. Les blancs qu'on a goûtés, on n'a pas parlé. Ça fait combien de degrés? Et les blancs, c'est 13. Ils sont autour de 13. C'est 13, 13,5. Okay. Et là, 14,5. 14,5. Ce qui est finalement le même degré que les Cinsault français. Hein. Le Cinsault, on a consacré toute une session au Languedoc, hein, avec les rouges du Languedoc. Et donc, on a goûté pas mal de Cinsault. On a fait un petit peu le tour de tout ça. Moi, je trouve que le Cinsault, c'est le Pinot du Sud. Hein. Dans les cépages du Sud, c'est celui qui a possiblement le plus de finesse. Malheureusement, apparemment, j'ai appris que le Cinsault, je ne connais rien, je ne suis pas vigneron, mais que le Cinsault, quand il mûrit, il a des graines qui ont tendance à être fragiles et à tomber. Et c'est pour ça que je pense que 95% des Cinsault en France sont cueillis avant que ça arrive et avec lesquels on fait du rosé. Ce qui est dommage, parce que vraiment, le Cinsault, c'est le cépage rouge qualitatif du Sud, hein, en France, à mon avis. En fait, nous, on le cherche un peu et on essaye de la garder. Puis, c'est un vin qui, en fait, ça va rentrer dans le marché dans quelques mois. Donc, et si on a un peu de réduction, on n'ajoutera pas de soufre, en fait. Donc, on fera une petite ajout de soufre juste à l'embouteillage. Mais sinon, on mettra pas de soufre même après la malo. Donc, c'est quelque chose qu'on cherche. En plus, c'est une légère réduction qui part rapidement. Si on avait des verres un peu plus grands, ça part plus vite. Et c'est quelque chose qu'on est bien d'accord avec Diego, et c'est recherché parce qu'en plus, ça aide à la longévité du vin. Il y a deux sortes de réductions. On a des réductions qui ont plutôt une qualité, et la réduction qui a un défaut. Il faut être dans le bon côté de la réduction. Donc là, c'est les País. Là, on va au nord du Itata, on va à la vallée du Maule. En fait, c'est une parcelle des País qui est chez un de producteurs où on achète notre carien. Et c'est une parcelle qui est bien cachée, en fait. Et puis, personnellement, je n'étais pas un amateur du País parce que, en fait, les références qu'on avait au Chili, c'était pas très bon. En fait, j'ai vraiment pas aimé ça que j'avais goûté.
Mais je suis trouvé la parcelle, je me suis dit, ok, c'est très belle, c'est bien taillé, c'est beau, et c'est une jolie pente. Donc, j'ai proposé à mes associés de faire un essai. Ils m'ont dit, mais Diego, t'es un fou, qu'est-ce que tu as à faire avec du pays, c'est quoi ça? Et puis, ok, on a commencé avec ces vins-là, avec 2000 kilos, et on a fait 1400, presque 2400 bouteilles. Et puis, moi, personnellement, j'étais étonné par le potentiel du cépage, quoi. Et depuis là, j'essaye d'acheter un peu plus chaque année. Et c'est vrai que dans le marché, c'est quelque chose qui est nouveau. Mais ça, c'est bon pour nous, en fait. On arrive dans des marchés que personne ne connaît les pays, personne ne connaît les tatas. Et puis il dit, ah oui, j'ai du Carmenère du Chili, mais j'ai rien du Sud, quoi. Donc là, on a un peu la chance avec ces cépages. Et puis, ça fait du très très bon vin. Moi, je suis très content avec le pays, personnellement. En fait, la plupart du pays, dans les régions où on est, c'est vinifié comme avant. En fait, il y a beaucoup de gens qui continuent à revendiquer la façon de travailler des grands-parents, qui est génial, mais en fait, il y a très peu de références de pays faits comme ça. La plupart, ce sont des pays qui, parfois, ils sont pas faciles à boire. Et parce que là, on voit un côté du pays qui est très fin, mais ça peut donner des vins qui sont très, très, très tanniques. C'est tout éraflé. Là, en fait, c'était un petit essai, donc on n'a pas rempli une grande cuve, donc j'ai vinifié ça dans des bins en plastique. Et j'avais beaucoup de peur de trop extraire, donc je n'ai même pas touché, j'ai laissé tout ça à grande entière et j'ai commencé à juste mouillir comme ça. J'ai commencé à piger dans la moitié de la fermentation, en fait. Non, et c'est éraflé, pas foulé. Et puis ça s'était élevé dans un amphore. C'est un amphore qui est fait pas au Chili, mais c'est un amphore fait en Espagne. Donc c'est 80% dans cet amphore et 20% dans un vieux barrique. Des questions sur ce pays? Est-ce qu'il y a une différence entre l'Istan Negro qu'on trouve aux Canaries et l'Istan Prieto, et donc pays? Oui, il y a sûrement de différences parce qu'en fait, l'Istan Prieto, arrivé au Chili, et ce sont des pépins qui sont arrivés aux Amériques. Donc, ce sont les pépins qui ont été reproduits. Ça nous fait un vin qui a quand même des tanins très présents, un peu poivré comme ça, qui est très agréable. Moi, ça rentre dans la catégorie des vins que j'appelle le rustique chic. Je ne sais pas ce que vous pouvez en penser, mais c'est très agréable à boire et surtout manger quelque chose avec. Oui, c'est un vin que justement est très jeune. On a une belle structure tannique, mais il n'y a pas d'amertume, il n'y a pas de verdeur, donc c'est quelque chose qui va s'arrondir encore un peu. Et par rapport à ce que c'est le pays, c'est assez fin, c'est assez long. Au moins, ça fait un bon moment que moi je l'ai bu et je garde toujours en bouche. Et c'est sa première production, il voulait la montrer, mais vous allez voir, en quelques mois, quelques années, ça va s'arrondir encore mieux. C'est des vins, justement, avec une belle possibilité de vieillir. Voilà. Alors, pendant qu'on passe au suivant, que c'est les pays de Massoc, je voulais terminer d'expliquer un peu ce que Noël vous a dit, ce qu'on fait avec les marques. Donc, ce qu'on fait, finalement, c'est on fait de la piquette, on rince les marques, on garde toute la fraction liquide, les solides, c'est le compost de Noël, qu'il est architecte et paysagiste, alors elle a besoin de ça.
Et nous, cette piquette, on fait une double distillation sur des alambics du type cognaquais. Avec ça, on fait 3 produits. Un, c'est un marc qu'on vieillit en barrique de chêne français et de Raouli, que c'est le chêne chilien. On fait des vins fortifiés en rouge et blanc, qu'on garde assez longtemps, au moins 5 ans en barrique. C'est la même technique du Porto, mais on fait avec du païs et avec un peu de petite syrah pour donner de la couleur. Et le dernier produit qu'on fait, c'est un élixir. Alors, c'est l'équivalent d'une chartreuse, mais avec des plantes chiliennes. Donc, qui est très, très agréable. Alors, ça, il faut aller le goûter chez nous. Donc, on commence maintenant avec nos païs. Anne, on a commencé 2019 de Massoc Frères. Alors ça, c'est cépage païs. Ça vient d'un petit vignoble que je vous ai expliqué avec beaucoup de fierté et joie tout à l'heure. C'est des pieds de 250 ans, en monopole, 1,2 hectare. La vinification, c'est très simple. Vendanger à la main, table de tri, éraflage, non foulage. Il y a seulement un pourcentage qui est foulé au pied parce que quand on remplit les cuves, c'est des cuves en Raouli, en chêne chilien, ouvertes. Alors normalement, on met quelqu'un dedans et pour mettre un peu l'ordre des raisins qui sont entiers, non foulés. Normalement, c'est moi, non parce que je suis l'œnologue ou quoi que ce soit, sinon je suis le plus grand dans la cuverie. Et pour des raisons de sécurité, j'arrive à avoir ma tête en dehors de la cuve en cas de besoin. Alors là, j'écrase avec mes pieds et mes modestes sont à quelques kilos, à peu près un tiers des raisins, ce qui libère un peu de jus. Et le reste des raisins reste entier, donc ça fait une semi-carbonique. Démarrage de fermentation, c'est très lent. Ça, c'est des cueillons que durent vers les 4 semaines. Fermentation très lente. Pour nous, c'est très important. Les débuts de fermentation très longs et les fins de fermentation très longs. Et après, on tire le vin libre, on presse, on assemble tout de suite les presses avec la goutte. On laisse décanter 1-2 jours et après on met en barrique de chêne français par gravité. Et là, ça reste à faire ses malots et son élevage pendant 2 ans. Alors, c'est des barriques de 225 litres et quelques-unes. Chaque année, je prends un peu plus de barriques de 600 litres de forêt de Vosges avec un tostage moyen. Et on fait les malots et les élevages là. Critères de bâtonnage, on réfléchit barrique par barrique, on déguste assez souvent et s'il y a une qui a besoin, on bâtonne, mais normalement on bâtonne presque pas. On est assez feignant parce que on veut essentiellement garder le maximum possible de gaz carbonique des fermentations parce que ça va protéger le vin. On sulfite la première fois malot terminé et après en cas de besoin jusqu'à la mise. On soutire après les vins 1 ou 2 semaines avant les mises en bouteille. On n'assemble que les meilleures barriques. On produit 3500-4000 bouteilles par an. Le reste des barriques passe à un deuxième vin qui s'appelle l'assemblage, qu'on ne peut pas goûter aujourd'hui. Mais vous pouvez venir goûter chez nous. Pardon, je vais voir avec quoi on est en train de vous empoisonner maintenant. Merci. Voilà. Alors, vous voyez, c'est une couleur pas trop profonde, plutôt légère, mais ça, on s'en fout. On vinifie pas en recherchant la couleur. C'est des cépages, le païs, comme le pinot noir, qui donnent des couleurs assez légères normalement. Ça dépend le millésime et l'endroit, ça peut aller plus profond. Et c'est ce qu'on pense doit faire un païs de qualité. Donc je vous laisse goûter, j'attends vos commentaires, questions. Question sur ce païs. Moi, je trouve que par rapport au précédent, on a une structure tannique un petit peu renforcée, mais on a un ajout considérable, c'est la finesse. Hein, c'est vraiment, y a vraiment de la finesse dans ce vin et j'apprécie beaucoup. Hein.
non, faut pas dire ça. Carmener, jamais. Jamais, non. Avant d'avoir Carmener, je suiciderais Diego si on me trouve du Carmener. Non. Il y a un côté qui, ça vous fait penser à Carmener, c'est un côté un petit peu, une minéralité, ça fait penser au granit. Mais non, c'est bien différent de la Carmener. Et il n'y a pas un seul pied de Carmener, au moins à 10 km de distance de cette vigne. Donc c'est un vignoble, comme je vous avais dit, en coteau, très prononcé, qui regarde un peu de côté la cordillère des Andes. Donc ça a une orientation nord-est, plus penchée vers l'est. Non irrigué, c'est des vieilles vignes de 250 ans à peu près. Pas moyen de le prouver, mais quand on connaît l'histoire, c'est raisonnable de penser que c'est ça. Et c'est un vin qu'on justement fait nos meilleurs efforts pour aller en finesse, en complexité, en élégance, et essayer de faire un vin de pays de classe mondiale, quoi, qu'on n'aura pas honte de mettre à n'importe quelle table. 13,5, 14, un truc comme ça. Mais l'acidité est très importante, le pH c'est très bas. C'est des acidités vers les 4 en sulfurique et des pH qui sont vers les 3,3, 3,2. Donc c'est un vin qui peut se garder tranquillement très longtemps. Bon, voilà le 2019 que vous êtes les premiers à le goûter, parce qu'on vient de terminer, c'est le millésime qu'on va commencer à vendre maintenant. Et le 2018, c'est le vin qui est couramment à la vente, mais aujourd'hui à la vente. Tu me donnes un peu plus? Alors, l'âge des fûts, dans le 2019 qu'on vient de goûter, il y a à peu près un 25 à 30% de fûts neufs. Après, le reste des pourcentages, c'est des fûts de 1, 2, 3 vins, 4 vins. Alors, les fûts, comme je vous avais dit, c'est moi qui contrôle la production. Maintenant, je suis trop vieux pour les faire moi-même. Quand j'étais jeune et pas marié, j'arrivais à faire tout seul 5 barriques de bout à bout par jour. Et puis, nos barriques, on les utilise d'abord pour le vin. Après, au moins 4 à 5 vins, ça dépend le vin, elle passe à servir pour les fortifiés. Là, il passe au moins 5 ans en barrique, les fortifiés. Et après ça, il passe au spiritueux. Donc, je vais garder mes barriques. Et s'il y a une barrique qui fuit ou qu'on doit mettre de côté, c'est madame qui les prend et utilise pour ses plantes, pour le jardin. Donc, on ne jette rien. Voilà, vous êtes servi maintenant du 2018. C'est exactement la même parcelle, même critères de vinification. On n'a pas de protocole de vinification, mais on a des critères, des philosophies. C'est table de tri, éraflage, non-foulage, fermentation lente. Alors ici, vous pouvez goûter à peu près le même type de barrique. Ce que vous goûtez, les différences, c'est un an plus vieux et les différences de climat qu'il y a eu cette année-là. Et ça sera le dernier vin, le dernier rouge de la dégustation. Donc, ce 2018, oui, c'est ça. En attendant, de toute manière, que ce dernier vin soit servi, je pense qu'on peut faire un beau bravo à notre URSS. L'URSS, c'est l'unité réception stockage service de Patrice Coutret, Pascal Pernaut, assisté de Hugues Bazet et Anne Bonfante. Merci beaucoup, bravo. Et si vous voulez, n'hésitez pas, on est vraiment en confiance. Vous êtes des amateurs, des professionnels du vin, alors tout commentaire, critique, n'importe laquelle est vraiment bienvenu.
Donc, on est ici pour non seulement pour vous expliquer un peu ce qu'on fait, un peu notre pays, vous faire goûter nos vins, mais aussi pour écouter ce que vous pensez. Alors, allez-y. Si c'est pour être méchant, vous parlez avec ma femme et vous vous débrouillez. Je suis surpris par la fraîcheur de vos vins. Je connaissais essentiellement les vins de Colchagua ou Maipo. Est-ce que ça s'explique par le positionnement beaucoup plus au sud dans vos fraîcheurs par rapport à vos raisins? Ben, c'est une côté de l'explication. On vient de plus au sud, mais ici, on a un grand avantage par rapport à la plupart des boîtes chiliennes. Que ce que vous avez goûté de Diego, de nous, on est les propriétaires, on est les patrons, on fait ce qu'on veut, on fait ce qu'on aime. Alors, il n'y a pas un directeur commercial, de marketing, quelqu'un qui nous dise « tu fais ça, tu gardes tes vins 6 mois en barrique parce qu'après, il faut les mettre en bouteille et les vendre. Ah, il y a un Chinois qui demande à mettre un peu de sucre. Non, là, on s'en fout, on fait ce qu'on pense que c'est le mieux. » Et là, je reviens à mes paroles au début de ma présentation. Ben, c'est ce qu'on pense. On a été formés dès notre naissance dans la culture française. On n'essaie pas de faire de vin français au Chili, mais on garde le mieux justement du savoir-faire, du savoir-vivre. On fait des vins honnêtes, francs, qu'on cherche à que nos vins plaisent, que les gens terminent leur verre, terminent les bouteilles. S'il y a quelqu'un qui n'aime pas, il a parfaitement raison. Mais le but, c'est faire le mieux qu'on peut, le mieux qu'on sait. Et c'est ça. Donc, ben, je suis content si vous avez aimé. Si quelqu'un n'a pas aimé, on ne sera pas du tout vexé. Peut-être ma femme, elle est bien exigeante avec moi. Donc, non, on ne sera pas du tout vexé. Mais comme quoi, il n'y a pas qu'en France qu'on a des grands vins. Je ne saurais pas classer ces vins comme des grands vins, mais au moins, c'est de bons, très honnêtes vins. Et excusez-moi, j'ai une question. Quelle est la culture du vin, c'est-à-dire la consommation des Chiliens? Ils boivent du vin comme nous tous les jours ou c'est exceptionnel? Alors là, vous allez me faire pleurer. Parce que jusqu'aux années 60, la consommation de vin au Chili, c'était comme en France, 64 litres par habitant par an. Avec la dictature, à cause des lois qui ont changé, je ne juge pas truc politique, mais ils ont changé des lois à permettre des vins de très mauvaise qualité. Ça veut dire qu'ils ont permis à vinifier des raisins de table, ils ont changé tous les contrôles qu'on avait avant pour les rendements, pour les plantations, etc. Et là, au début des années 80, notre consommation de 64 a descendu à 13. Aujourd'hui, ça commence à se récupérer un petit peu, on est à 18. Et entre Noël et moi, on contribue beaucoup. le dernier vin, c'est quel cépage? Un paille ce soir. C'est super. Oh, c'est chouette. Oh, ouais. Les deux derniers, c'est production 2500 litres, c'est une douzaine de barriques. Et ben, je pourrais faire un peu plus, mais pour vendre des vins comme ça, au début c'était très difficile, maintenant ça commence à marcher plutôt bien. Mais faire des vins de pays comme ça revient très cher, on paye très cher le raisin. On prend les meilleures barriques parce qu'en plus, comme en tant que tonnelier à la base, je suis un client vraiment chiant. Alors, c'est moi qui fais mes tostages. Au Chili, je fais des importations de bois, de finesse de grains très ciblées à chaque type de vin. Donc, je prends les barriques les plus chères, les raisins de pays les plus chers. On prend 2 ans d'élevage dans la cueillerie et après, on met au marché au moins 2 ans après la mise en bouteille. Donc, ça bloque pas mal de capital. Donc, ma pauvre femme n'a pas eu les vacances qu'elle rêvait depuis un moment. Mais ça commence. Vous payez combien ça va en France? Ben, vous payerez combien pour une bouteille comme ça? 50 euros. 50 euros vendus, tout.
Non, je crois pas. Au Chili, ça, en levant le prix exportation, c'est 140 $ américains, la caisse de 12 bouteilles Ex-Works. 11 €. Et vous ajoutez les taxes? Ouais. Ben, les coûts de production, c'est cher. Ça dépend, parce que ça dépend comment on calcule les coûts de production. Parce qu'en fait, comme c'est moi le responsable de production, et il y a Noël qui est responsable un peu du côté finance avec mon frère, justement, ils me haïssent à mort parce que je m'en fous des coûts. Si j'ai besoin de telle ou quelle barrique, je l'achète, je la prends, et ben, c'est à eux de se démerder pour la payer. Si on comptait les heures de travail que je mets dedans, quel salaire je me mets, donc je vous assure, elle me paye très 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 mal. Elle me paye très mal. Alors en plus, elle abuse de mon corps, donc c'est vraiment mauvais marché. Et non, c'est des vins très chers à produire, mais il faut commencer. Alors nous, on a commencé avec l'idée que trouver un prix de vente que ça donne envie d'acheter, ça donne envie de prendre le risque, mais après on va continuer à monter les prix. C'est pas comme la plupart des vins chiliens qui essaient de mettre un prix, mais après commencent à le descendre. Il faut tenir en compte que le prix moyen des vins exportés du Chili, c'est 23 $ la caisse de 12. FOB, 23 $. Nous, on est à 140. Notre entrée de gamme de tous les projets qui sont sous le toit de l'atelier, l'entrée de gamme, c'est 70, le moins cher. Et on a d'autres vins qui montent à 600 $ la caisse de 12. Quel est le pourcentage d'exportation des vins du Chili? Des vins du Chili, comme au Chili, on consomme très peu maintenant. C'est plus du 90% des exportations. Ou plus. Je n'ai pas le numéro exact, mais c'est plus du 90%. Non, c'est surtout l'Asie aujourd'hui. L'Asie, le Brésil, c'est les principaux marchés. Un petit peu, oui, les États-Unis aussi, on pourrait les inclure dans les grands marchés. L'Europe, c'est très peu. L'Angleterre, c'est le plus important des marchés en Europe. La France, c'est très peu, pas besoin. Il y a quelques personnes avec un peu de culture ou curiosité qui demandent des vins chiliens. Mais si vous avez une offre tellement diverse que ça s'explique pourquoi le manque d'intérêt. On est content de ne pas passer par les frontières espagnoles parce que sinon vous nous casserez tous nos vins. La Chine, c'est un des plus gros marchés, mais pour les vins de petit prix. Ouais. Donc pour nous, déjà, Massoc, c'est un projet qui a démarré, ça fait pas longtemps, première production en 2016. On a commencé à le vendre fin 2018, début 2019. Mais l'autre marque qu'on a, Aristos, ça se vend très bien, surtout à l'export. C'est pour des vins chiliens, c'est des vins les plus chers. C'est des vins ça coûte Ex-Works, ça veut dire sorti de la bodega, 50 $ à peu près la bouteille. Parce que pour un vin chilien, c'est très cher. Et oui, et ça, on le trouve dans des restaurants, des étoilés, Michelin, tout ça. Je n'ai vu des prix entre 150 et 250. Oui, pour Aristos. Mais c'est des vins que c'est différent, c'est un autre critère. C'est des vins que, à différence des autres, je garde 7 ans dans notre cueillerie. Donc, c'est des vins qui sont déjà à bonne maturité pour la vente et la consommation. Pour moi, c'est essentiellement l'Asie, mais l'Asie qui paye bien, la Corée, le Japon, un petit peu à Shanghai, Hong Kong qu'on vient de rentrer. Sinon, les États-Unis commencent à marcher bien, un peu l'Angleterre, l'Allemagne, l'Autriche, quoi d'autre, le Brésil. Donc on arrive, c'est en fait Aristos qui... Oui. Non, et en plus, c'est que la culture française, le truc qu'on m'a fait comprendre tout de suite quand je suis arrivé en France,
Alors, sûrement, il y a plusieurs d'entre vous qui le connaissent. Monsieur Feuillat, qui était le directeur de l'université, il me convoque en tant qu'étudiant étranger. Il me demande pourquoi j'avais choisi l'université de Bourgogne. J'ai fait un seul choix, je voulais que l'université de Bourgogne. Alors j'ai dit, écoutez, mes vins préférés sont Pinot Chardonnay, et c'est en Bourgogne qu'on fait les meilleurs vins du monde, et je suis venu ici pour apprendre à faire les meilleurs vins du monde, à cette université. Il a rigolé comme fou, il m'a dit, ici mon cher, tu vas pas apprendre à faire du vin, ce que tu vas apprendre à la fac, c'est à comprendre où est-ce que tu as fait une connerie dans la cueillerie. C'est quand je vais t'envoyer vers de différents producteurs, et c'est avec eux que tu vas apprendre. Alors, des gens qui m'ont beaucoup marqué, par exemple, ça a été une conversation avec Monsieur De Vilaine et Bernard. Je n'ai pas bossé chez eux, mais ils m'accueillaient pas mal parce qu'ils trouvaient sympathique qu'un Chilien parle bien français, s'intéresse beaucoup pour la Bourgogne. Alors, Monsieur De Vilaine, on parlait de fermentation, extraction, pigeage, etc. Et il m'a dit, fais attention avec ce que tu veux extraire, parce que tu pourrais y arriver. Alors, finalement, c'est le bon sens. Il m'a dit, parce que M. de Vilaine n'était pas œnologue, mais il avait appris justement qu'il faut respecter les temps. Et ça, c'est un truc dans la culture française. Le français, c'est pas comment on le perçoit, c'est pas le gros bosseur, mais c'est le mec qui s'assoit à réfléchir comment bien faire quelque chose et passe plus de temps à réfléchir qu'à exécuter. Mais quand il exécute, c'est toujours tout de suite bien fait. Et c'est ça ce qu'on a essayé de retenir, c'est ça ce qu'on transmet avec tous les gens qui travaillent avec nous, à nos enfants, à réfléchir et à faire bien à la première. Donc c'est ça, quoi. J'ai passé par toutes les écoles, différents types de cueilleries, j'ai brassé des millions de litres, et finalement, ce qui revient le mieux, c'est attendre, réfléchir, goûter. Il y a des vins qui ont besoin d'être faits plus rapide, d'autres qu'il faut attendre. Si une fermentation alcoolique n'est pas terminée pendant les vendanges, au lieu de faire plein de pieds de cuve, tout ça, on attend le printemps, et si ça ne redémarre pas en quelques mois, là, on vient faire des pieds de cuve ou tout ça, et normalement, ça se passe tout seul, naturellement, proprement, comme quoi... Voilà, merci. Merci, donc on peut véritablement applaudir cette dégustation. On pourra continuer les conversations privées en dehors. En tout cas, moi qui suis bourguignon et qui ai l'habitude de boire du vin, on boit parfois du vin espagnol, et je trouve que le vin espagnol a un peu trop de soleil, un peu trop d'épaule, etc. Je me disais, les vins du Chili, ça doit être quelque chose du même genre. Et je suis très 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 surpris par la fraîcheur, la finesse, l'élégance de ce que vous faites dans ce pays qu'on connaît si mal. Bravo en tout cas. Merci, comme quoi on n'est pas que des sauvages chez nous. Alors sentez-vous tous bienvenus. Quand vous voudrez venir, on va laisser nos cartes, et sinon vous demandez à notre agent, notre représentante Anne Bonnefante, qui saura vous donner nos coordonnées. Anne Bonnefante, c'est le futur grand négoce français d'importation de vin du Chili. Alors on fait une tine pour la culture du vin. Et merci beaucoup, beaucoup pour nous avoir invités. Et je sais que c'est pas... Je sais que ça n'est pas une habitude ici, mais en Bourgogne, on a l'habitude, quand on est très content d'un invité, on lui fait ça. Il n'y a pas de bon chilien, non. Il n'y a pas de bon chilien. Non, il n'y a pas de bon chilien. Bien, on va pouvoir déjeuner. Et puis, après le déjeuner, je vais donner la parole à Jean-Marc. Jean-Marc, où il est? Jean-Marc? Jean-Marc Coméras, tu peux venir là, s'il te plaît? Et Jean-Marc va vous parler de la suite des réjouissances.